invité avec nous ce soir pour faire le bilan de la semaine et décrypter les mouvements de la planète marché qui ont été passablement animés, bien sûr, guidés par le conflit géopolitique entre la Russie et l'Ukraine. Olivier de Béranger est avec nous ce soir, directeur général délégué, directeur de la gestion d'actifs de la financière de l'Échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Et Christian Parizeau avec nous également ce soir. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes président d'Altair Economics, économiste bien sûr et conseiller économique auprès d'Aurel BGC. Commentaire très libre évidemment sur la situation dans les dimensions qui nous intéressent, économiques, financières, monétaires. On voit bien que le sujet clé pour l'économie en général, c'est la question des prix de l'énergie, derrière le conflit ukrainien, bien sûr. C'est donc la question de l'inflation, c'est donc la question toujours de la réaction des banques centrales. Et je le disais en introduction, de voir pour moi le 10 ans américain à 2%, ça montre bien que l'histoire ou les sujets de préoccupation qui prévalaient avant la crise ukrainienne restent les mêmes aujourd'hui pour les investisseurs. À savoir que les banques centrales vont devoir normaliser ou entamer leur normalisation monétaire comme cela a été prévu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée aujourd'hui, Christian ? Oui, les banquiers centraux ne sont plus nos amis. Ils ne sont pas là pour être un filet de sécurité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et là, c'est là où on voit qu'ils n'ont vraiment plus beaucoup de marge de manœuvre. Parce que même si on peut penser qu'une très forte hausse, un choc énergétique, comme on le subit aujourd'hui, c'est plutôt récessionniste. On va dire que c'est plutôt quelque chose qui va impacter forcément la demande intérieure. C'est une taxe qu'on prélève sur les consommateurs, sur les pays qui importent le pétrole. Et donc, c'est forcément négatif théoriquement sur l'activité. Seul problème, c'est que ça intervient dans un environnement où on a quand même des tensions très fortes sur les marchés du travail, qu'on est toujours en train de se dire il va y avoir des hausses de prix beaucoup plus généralisées, les effets de second tour, parce que de ces hausses de l'énergie, on a forcément des hausses de prix, des coûts de transport, de différents éléments, qui vont entraîner forcément des hausses de salaire. Et donc aujourd'hui, les banquiers centraux, même si vous ne croyez pas en une boucle prix-salaire, ils ne peuvent pas baisser leur garde. C'est-à-dire ils ne peuvent pas se dire, c'est seul. Alors, ils auront ce discours, Madame Lagarde va nous dire, oui, mais attention, il n'est pas évident que ça pèse pas sur la croissance à moyen terme de l'Europe. Donc on va rester prudent, on va pas faire de 0,3, 0,40 points de croissance peut-être en moins cette année. C'est l'estimation que fait la BCE du coût de la crise ukrainienne. Sauf si les entreprises remontent leur prix de vente, remontent les salaires, et dans ce cas-là, on a cette boucle prix-salaire qui s'auto-entretient, qui s'accélère, et donc elle peut pas baisser sa garde. C'est-à-dire qu'elle peut dire oui. Notre scénario dit que ça va se calmer quand on aura fini ce choc et que derrière, c'est plutôt négatif pour la croissance. Mais d'un autre côté, je ne peux pas dire je vais donc soutenir la croissance. Parce que là, on va lui dire mais attendez, vous n'avez pas regardé les indices de prix, vous êtes sur une inflation à 5 et vous voulez soutenir la croissance. Donc ça les bloque. Ils sont bloqués. Il faut véritablement qu'ils soient crédibles. Et pour être crédibles, il faut qu'ils disent on va commencer à être un peu moins incommodant. Donc on va forcément créer de l'incertitude. C'est-à-dire que même s'ils n'y croient pas, même s'ils pensent que le scénario c'est de la stagflation demain, même si on va dire, on se fait le scénario du pire, que ça va peser très clairement sur la croissance européenne, ils ne peuvent pas aujourd'hui avoir un discours trop accommodant, parce que si ce n'est pas le cas, et si véritablement on va vers une surchauffe, et ben là, ils seront pris à contre-pied. Donc ils sont obligés, paradoxalement, de nous dire, je ne vais pas être un filet de sécurité pour les marchés. S'il y a ce risque, prenez-le aujourd'hui, prenez en charge, intégrez ce risque économique, et nous, on agira en conséquence. Alors naturellement, on va avoir les banquiers centraux qui vont nous dire « mais on agira en fonction des indicateurs économiques, vous inquiétez pas, on sera réactif ». Mais derrière, en gros, ils n'enlèvent pas l'incertitude. Et c'est ça les banques centrales. Il y a encore quelques mois, on nous disait « il y a une vague de Covid ». Qu'est-ce qu'on fait ? Vous inquiétez pas, les États vont financer, quoi qu'il en coûte. Moi, Banque centrale, je finance les États. Il y a zéro risque pour le marché. Donc le marché monte. Là, on est en train de dire au marché, il y a une incertitude économique, je n'y vois pas clair. Et donc, prenez vos risques, prenez votre volatilité. Et donc, c'est pour ça que le marché aujourd'hui va être resté et restera forcément volatile dans les prochains mois, parce que le scénario économique est très incertain. Et quand les banquiers centraux n'y voient pas clair, c'est quand même difficile pour nous d'y voir plus clair qu'eux. Donc, on est véritablement dans cette situation-là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut quand même envisager une remise en cause, peut-être, du calendrier de la normalisation des politiques monétaires en Europe ? Aux États-Unis, est-ce que la crise géopolitique, les risques qu'elle amène pour l'économie européenne notamment, peuvent être peut-être un game changer pour les banques centrales, ou est-ce qu'à ce stade, c'est le risque inflationniste qui reste prédominant selon vous, Olivier ? Je suis assez d'accord avec ce que Christian vient de dire, mais il y a quand même un bémol, et à mon avis un bémol important, c'est maintenant les banques centrales, et particulièrement la Banque centrale européenne, a une excuse. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, on n'avait aucune excuse pour être behind the curve aux États-Unis comme en Europe. Là, franchement, en Europe, le discours des banquiers centraux
continuera à être plutôt agressif, plutôt dans on va normaliser, plutôt dans on va sortir d'une situation de taux négatif qui n'est pas normale et qui à long terme est préjudiciable à tous les acteurs économiques. Mais peut-être qu'on n'est pas à ce meeting près, peut-être qu'on peut attendre un petit meeting de plus pour vérifier. Donc moi quand même, ce qui me semble être clair pour l'Europe, c'est qu'il y a en quelque sorte le joker de la crise géopolitique pour retarder ce que le marché anticipait. Donc ça quand même, je pense qu'il faut en être conscient. Et le titre de la chronique, c'est après le choc. On est juste au tout début du choc. C'est-à-dire qu'on est en train de se demander si le rebond du marché aujourd'hui, c'est parce que les intervenants ont trouvé soit Joe Biden tellement fort que la crise s'est arrêtée hier soir après son discours et que les sanctions sont suffisantes pour arrêter M. Poutine, soit, et c'est ce que dit la courbe des taux américaines, c'est que pour l'instant c'est un sujet européen et que ça concerne assez peu les États-Unis. Donc moi je crois qu'il faut être un peu plus prudent sur la Banque centrale européenne, parce que là elle a ce joker dans son jeu de j'attends un peu pour voir quelles sont les conséquences de la hausse des prix de l'énergie sur le côté récessif évident d'un tel choc sur les matières premières et l'énergie. Et donc, si on suit cette idée-là, Olivier, alors que le 3 février dernier, on avait vu la Banque centrale européenne reconverger d'une certaine manière avec la position, le réglage, la communication de la Réserve fédérale américaine, on pourrait avoir à nouveau une séquence de divergence, une Fed qui resterait bien ancrée sur son chemin de normalisation politique monétaire avec une première hausse de taux prévue courant mars, 25 points de base sans doute, et une BCE qui reporterait mais ne supprimerait pas cette idée de normalisation. Moi, il me semble que le discours ne va pas tellement changer, mais les actes peut-être. D'ailleurs, vous venez de dire 25 points de base. Il y a une semaine, on disait 50. Donc, vous voyez que c'est quand même... Je pense qu'il y a... Je dirais qu'il n'y a pas urgence. De toute façon, l'inflation est tellement haute qu'on est, entre guillemets, on n'est pas à un mois près pour normaliser la politique monétaire, tellement le retard pris est important. D'accord. Ce que j'ai dit, le risque, c'est de se retrouver encore plus en retard. Plus en retard, mais finalement, comme on est très en retard, particulièrement aux États-Unis, finalement, on est peut-être que 25 points de base suffiront. Et puis aussi quand même, et ce qui est quand même le plus probable, c'est qu'on n'en sait rien ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent. Et que au gré de l'information qu'on aura sur la géopolitique, peut-être qu'il y aura un retour à ce qu'on pensait avant la crise, ou alors un peu plus de bémol mis sur les politiques. Mais moi, ce que je crois, c'est que le discours, en revanche, ne va pas beaucoup changer. Il va rester assez dur, assez normalisation. Après, dans les faits, peut-être que la violence des coups sera un petit peu moins importante. Effectivement, la question, c'est pas jusqu'où les prix de l'énergie peuvent monter. Enfin, sky is the limit, d'une certaine manière. Mais c'est dans 3, 6, 9 mois, quel sera le prix moyen du pétrole? Quel sera le prix moyen du gaz? Est-ce qu'il sera à peu près conforme à ce qu'on a pu observer aujourd'hui? Est-ce que ce sera beaucoup plus? Est-ce que ça durera plus longtemps? Là, c'est quand même des histoires qui peuvent changer quand même la donne, Christian. Oui. Et puis si Poutine commence à jouer avec le pétrole, pour être clair, on l'a vu faire baisser un peu les exportations de gaz, trouver des excuses, il faut que je recompose mes stocks domestiques, etc. J'ai des livraisons pour d'autres clients. On avait vu en début d'année, fin d'année dernière, début d'année, une nette baisse des livraisons de gaz russe vers l'Europe. C'est revenu à la normale. S'il s'amuse à faire ça avec les 5 millions de barils par jour qu'il exporte sur le marché, ça prend une nouvelle dimension aussi. Alors ça prend une nouvelle dimension, mais il ne faut pas non plus tout casser. Parce que là, il a du pouvoir, justement parce qu'on est dans une croissance forte. On est quand même dans une reprise économique assez forte, et que finalement il est finalement le baril marginal supplémentaire, mais il est le seul à détenir ce baril marginal. Oui. Là où il perdra du pouvoir, c'est si véritablement, alors je vous fais le scénario extrême, on retombe en récession à cause de ce choc énergétique. Là, il va perdre son pouvoir parce que le marché il va se détendre très rapidement, et on va retrouver des capacités de production excédentaires, et donc alors, à part si vous me dites que la Russie stoppe totalement sa production. Là, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, à un moment donné, le marché va quand même se détendre si on a des indicateurs économiques qui commencent à vraiment piquer du nez. Et ça va pas, à mon avis, on va en avoir dans les prochains mois, parce que là, on est un petit peu sur l'euphorie. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans notre analyse économique, on est très biaisé par la fin de l'épidémie, la fin de l'effet Covid. Alors, quand on a l'arrêt, la levée des mesures sanitaires, on a tout de suite un rebond très fort de l'économie. Ça, on en a assez parlé, on l'a assez vu. C'est ce qui nous a tous surpris.
la capacité de l'économie à rebondir très vite. Mais du coup, on se retrouve avec des taux de croissance qui paraissent hallucinants comme ça. Bon, vous avez fermé un commerce, vous le rouvrez, bah oui, super, c'est un taux de croissance. Non, c'est pas de la croissance, c'est une normalisation de l'activité. Mais derrière, une fois qu'on a fini ça, qu'on met un peu une parenthèse sur tout ça, on va s'apercevoir que peut-être la croissance est particulièrement faible et commence déjà à être affectée par tout ce qu'on a subi, les hausses de l'inflation, les problèmes d'approvisionnement, les tensions, qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas augmenter de 10% votre production automobile parce que vous n'avez pas les semi-conducteurs, que le consommateur, lui, commence à avoir un coût de l'essence qui est très important, donc il va un petit peu se calmer avant de renouveler une nouvelle voiture, il va se dire, c'est pas le moment, je vais commencer à couper tout ce qui est achat un peu discrétionnaire de long terme, et là, on va commencer à s'apercevoir qu'il y a un impact économique. Et le problème, c'est qu'à un moment, si on commence à avoir ce ralentissement économique, il va perdre aussi sa capacité, finalement, de mettre la pression sur les Européens, parce que derrière... Quels sont ses objectifs? Si son objectif, c'est d'infliger le maximum de douleur à nos économies... Ça, c'est tout le problème. Il a un levier. Il a un levier, oui, mais il veut pas non plus. Il a besoin aussi. Donc, moi, à mon avis, il va utiliser plutôt ce levier pour dire aux Européens. Ne venez pas trop durcir, faites vos discours, dites que vous m'avez sanctionné, mais derrière, n'allez pas couler mon économie parce que moi je peux couler votre économie. Donc ça sera un jeu diplomatique. Alors on va se réunir, on le fera peut-être pas officiellement devant les caméras, mais en gros il va dire je vous coupe pas l'approvisionnement en pétrole, mais voilà. Mais ce sera un autre étage de la crise. Ce sera un autre étage, négociation. Ouais. Mais il va gagner du temps, parce que si aujourd'hui il envahit l'Ukraine, qu'il met son gouvernement fantoche en Ukraine, pour lui politiquement c'est gagné, et puis derrière il va dire aux Européens, oui vous m'avez sanctionné, vous êtes méchants, et puis bon, on négociera quelque chose à mon avis qui est acceptable pour tout le monde. De toute façon, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui l'Europe doit gagner du temps. Il faut que l'Allemagne se désensibilise du gaz russe. Et ça, cette désensibilisation... De ce point de vue-là, ça veut dire gagner des années de temps. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. C'est pour ça qu'entre-temps, en quelques mois, s'il nous met le baril à $150 pendant 3 mois... C'est pour ça que je pense qu'il y aura une négociation européenne, pas forcément dit clairement. L'Europe va dire, je sanctionne la Russie, vous êtes un méchant. Et puis derrière, on va négocier quelque chose. Des sanctions, mais pas trop violentes. Parce que si on veut, on peut bloquer l'économie russe. Il faut quand même le dire. Là, le marché est rassuré parce que, mais s'il avait voulu vraiment Biden, il bloquait tout ce qui est exportation d'équipements pétroliers. Ouais. Ça réglait le problème. On supprime tout ce qui est exportation de semi-conducteurs. Ça veut dire que toutes les usines en Russie s'arrêtent. Vous avez l'illustration à ce qui se passe dans l'automobile avec une pénurie. Je vous laisse imaginer si du jour au lendemain, les usines russes ne reçoivent plus un seul semi-conducteur. Donc, il y a des... on peut. Quel est le niveau de sacrifice que Vladimir Poutine est prêt à faire subir à sa population? D'accord. Mais depuis 10 ans, la Russie, c'est quand même... à trouver des dérivatifs. Mais sur certains éléments, quand on regarde ce qu'importe la Russie aujourd'hui, il y a des éléments qui sont substituables. C'est vrai que l'un des gros avantages qu'a la Russie aujourd'hui, c'est qu'ils exportent. C'est pas c'est pas un pays important dans notre commerce extérieur. C'est un tout petit poids, mais ce qu'il exporte est peu substituable par d'autres pays. Oui. Donc ça, c'est sa grande force. Oui. Mais après, quand on regarde dans le détail, il importe énormément de biens et surtout des biens de consommation. Alors, tout ce qui est biens de consommation, il va aller voir la Chine, il n'y a pas de problème. Mais, par contre, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, dans certaines composants, il dépend énormément dans tout ce qui est composants électroniques de l'Europe. D'accord. Donc c'est pour ça que les États-Unis ont vraiment tapé. Et c'est pas. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine produit aussi des semi-conducteurs, etc. Mais c'est des semi-conducteurs de bas de gamme et ils ont pas. Et c'est pas substituable. Et le deuxième poste qu'ils importent le plus de la Russie vis-à-vis des Occidentaux, c'est tout ce qui est ordinateur informatique. Et ils sont très dépendants des Occidentaux. Et ça, par contre, rien qu'en bloquant ce type d'exportation, on pourrait faire très mal à l'économie russe. Mais je dis bien naturellement, face à ça, lui aussi, il a son arme, qui est le pétrole. Donc, c'est pour ça que je pense que le marché a commencé à paniquer dans un premier temps en se disant « ça va être une guerre ouverte, tout le monde va être perdant ». Et là, on commence à s'apercevoir que derrière les déclarations de façade, on va faire très mal à l'économie russe. Ça va être un marchand de tapis. C'est « je te sanctionne, mais pas trop ». Et toi, tu ne m'embêtes pas trop en coupant ou pas. Bon, on en est là, parce que, in fine, on n'a pas le choix. La seule chose qu'il a aujourd'hui pour lui, c'est qu'il va récupérer l'Ukraine, qui va éviter que les Américains s'en mêlent et rentrent sur le territoire ukrainien et défendent les Ukrainiens. Et puis derrière, on va se faire des négociations en termes de contraintes du commerce. Mais voilà. Et peut-être dans 2 ans, on dira, ça a un peu affecté l'économie russe, mais pas trop. Mais
en tout cas, on en est là. Je pense qu'on en est dans une négociation derrière et personne n'a intérêt aujourd'hui. Mais personne ne peut supporter finalement le discours le pire. Le pire des discours qui sera un blocage et l'exclusion complète de la Russie du commerce mondial. Bon. Sur cette logique de sanctions, Olivier, sur le plan économique, financier, ce qui nous intéresse encore une fois, comment vous raisonnez qui a la capacité d'endurance la plus importante dans cette histoire? Et puis surtout, est-ce que c'est une question économique, financière pour ramener Vladimir Poutine dans un cercle acceptable pour les Occidentaux sachant que les précédents rounds de sanctions n'ont jamais atteint les objectifs politiques qu'on se fixait, puisque la guerre est là aujourd'hui. Est-ce que oui, à force d'accumuler, à force d'empiler, il y a quand même un niveau de douleur à un moment qui est difficilement encaissable pour la population russe et in fine Vladimir Poutine? Je pense que, vous l'avez évoqué dans votre question, est-ce que les sanctions, ça marche? C'est d'abord la première question. Est-ce que historiquement, les sanctions, les embargos, les interdictions d'exportation ont fini par mettre à genoux des pays? Je parle sous le contrôle de Christian, qui a sûrement plus de connaissances que moi sur le sujet, mais j'ai pas l'impression. Et le cas de l'Iran ou de la Corée du Nord... Ça renforce les pouvoirs en place, généralement. Ça renforce les autocrates en place, généraement. C'est ce qui se passe. Donc, effectivement, toute la difficulté de l'exercice d'hier, c'était de trouver un curseur qui... en façade, semble punir les Russes, mais en cuisine ne bloque pas trop les échanges internationaux. D'ailleurs, c'était intéressant de voir hier dans la réaction du marché que le secteur le plus sanctionné en Europe, c'était les banques. Moins 11% sur l'Eurostock 600 banques hier. On est revenu à zéro depuis le début de l'année, alors que c'était un secteur en hausse. Donc, on voit bien que c'est bien dans la financiarisation des échanges que potentiellement il y avait une arme de destruction massive qui n'a pas été utilisé. Donc, je pense que le gradient des sanctions, évidemment, c'est un jeu du chat à la souris, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette et ainsi de suite. On a trouvé un semblant d'équilibre. C'est plus l'avenir de ce qui va se passer en Ukraine et de ce que vont faire les Russes qui va définir, est-ce qu'on pousse un peu plus le... Est-ce qu'il y a une troisième vague de sanctions ultime, où là, ce que disait l'ancien Premier ministre finlandais sur Twitter, que je trouvais très intéressant, rompu à l'exercice des négociations européennes évidemment, il dit, s'il y a troisième vague, ce sera l'ultime vague et ce sera une forme de whatever it takes. C'est-à-dire qu'il faudra accepter, nous, Européens, de mettre en place des sanctions qui seront... également douloureuse pour nous. Exactement. Et quand on regarde ce qui s'est passé, il y a deux versions. On se dit soit Poutine est devenu un peu dingo et il se met à annexer des pays comme ça, à gauche, à droite, soit c'est quelque chose qui est préparé depuis très longtemps. Et quand vous regardez la structure des échanges russes, alors qui est toujours très en faveur de l'Europe, mais quand vous regardez aussi les réserves de la Banque centrale russe, c'est impressionnant. Mais oui. Il y a 10 ans, il y avait 200 milliards de tunnels. Oui, c'est 700, 800 aujourd'hui. Sur le dollar, il n'y a plus rien. Et il reste c'est fini. Ils peuvent complètement dédollarisé, évidemment. Ça ne sert à rien. Donc, il y a quand même des choses où on sent que c'est quand même très préparé. Et que forcément, mettre le curseur trop loin dans les sanctions, c'est probablement s'exposer à une rétorsion importante. Et puis, il y a, même si l'économie russe va mal, la dette de la Russie, c'est quoi? C'est même pas 20% du PIB. Donc, 18%. Donc, de toute façon, ils ont, en gros, ils ont les moyens de leur politique. Ah, mais oui. Et pour le moment, là. C'est ce qui a changé depuis 2008. À terme, probablement pas. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que si l'Europe ne décide pas de se désensibiliser aux 40% de fourniture de gaz russe ou aux 25% de pétrole, ce serait quand même une drôle d'idée, mais je pense qu'ils vont le faire. Mais comme on le disait tout à l'heure, il faut 10, 15, 20 ans pour commencer à le faire. Donc le curseur des sanctions, il était difficile à mettre de manière un peu plus violente contre la Russie, de mon point de vue. Alors, il y a quand même des nouveautés. Le fait qu'on tape directement les actifs de Vladimir Poutine et du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, ça, c'est une première, visiblement, d'aller attaquer directement les actifs de Poutine. Alors, encore faut-il les trouver, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas sur les comptes courants des banques américaines, évidemment. Ça, c'est quand même un premier point. Et puis, alors, soulevé par Olivier, l'idée que la finance devient un canal diplomatique. Moi, c'est un peu comme ça que je vois SWIFT. Donc, cette idée, cette grande messagerie interbancaire qui réunit et qui facilite les échanges et les transactions, paiements et autres au niveau de la finance mondiale.
on refuse pour l'instant de débrancher la Russie de SWIFT parce que ça n'aurait finalement pas d'impact, ou parce que c'est un impact qui est réservé pour un troisième round de sanctions. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là, Christian ? Alors déjà, d'une part, débrancher, c'est pas si facile que ça. Parce qu'on a débranché la Corée du Nord, on a débranché l'Iran, et on s'est aperçu qu'il y avait quand même encore des entités iraniennes ou de Corée du Nord qui utilisaient SWIFT. Oui, donc, parce que c'est une messagerie. Et voilà, on peut continuer de faire des paiements. C'est pas si facile que ça, parce qu'on a toujours l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et puis que c'est fait. Faut trouver les entités, les isoler, et ce sont des pays qui ont quand même une certaine habitude à contourner les choses, et je pense que, connaissant les capacités des hackers russes, ils ont une capacité aussi à contourner certaines choses, et on sait en plus que la Russie a mis en place son propre système. Toujours aussi. Cette idée de préparation. Donc, voilà, donc attention, c'est pas on-off, hein. Déjà il y a une histoire d'efficacité. Maintenant, en plus, le gros problème, c'est que c'est pas neutre pour tout le système bancaire. Parce que vous avez une créance vis-à-vis d'une entreprise russe, eh ben, vous pouvez vous asseoir dessus. Donc le gros problème... Il y a 30 milliards d'expositions des banques étrangères à la Russie. Et derrière ça, c'est aussi des entreprises. Ah bah bien sûr. Vous avez votre fournisseur, vous avez fourni à la Russie, vous avez vendu des choses, vous n'allez pas être payé. Donc derrière, c'est une perte nette pour votre entreprise. Donc attention, la conséquence est vraiment dans les deux sens. Hein. Donc c'est pour ça que, pour être honnête, personne n'ose vraiment le faire. Et dernière chose, à partir du moment où vous débranchez Switch, ça veut dire que l'Allemagne ne peut plus payer son gaz à la Russie. Donc là, c'est même pas est-ce que je vais avoir moins de gaz, c'est que j'en ai plus. Ou moins facilement. Encore une fois, les transactions peuvent continuer, mais elles se font beaucoup moins facilement. Leur fournir encore du gaz en Allemagne en disant je vais vous le donner gratuitement. Donc il y aura forcément derrière, c'est une vraie rupture commerciale définitive. Donc c'est pour ça que whatever it takes sur le plan des sanctions. C'est pour ça que c'est délicat aujourd'hui de le mettre en place, parce que c'est vraiment, on va vraiment dans quelque chose de très fort. Donc c'est pour ça que les Européens ont reculé face à ça, alors que certains le demandaient. C'est quand même quelque chose, aujourd'hui, on n'est pas prêt. Et c'est aussi pour ça que ça peut créer un risque systémique, et c'est pour ça que les banques ont beaucoup dévissé là-dessus, parce qu'on ne sait pas derrière les conséquences interbancaires. Parce que ça, c'est, rappelez-vous, hein, LTCM et tout ça, on en a eu des histoires. On se disait, bon, c'est résumé, c'est un petit coin, et puis derrière, il y a eu des effets en vague. Et donc, c'est ça le gros problème aussi, c'est que vous débranchez quelque chose, mais vous ne savez pas derrière les conséquences. C'était inconnu, quoi. Bon, et pour finir, quand vous débranchez la Corée du Nord, l'Uran, c'est quelque chose, mais quand vous débranchez la Russie, même si c'est plus la Russie d'antan, c'est quand même pas non plus un petit pays, hein, faut pas non plus retomber. Donc c'est quand même des conséquences qu'on a du mal à mesurer. Donc je comprends très bien qu'aujourd'hui on passe un peu la main là-dessus, même si c'est toujours menace. On passe la main ou on le réserve pour encore une fois. Mais encore une fois, peut-être une étape supplémentaire. La barre est haute. Voilà, la barre est haute, et c'est quand même un risque. Hein. C'est un risque pour tout le monde. Et là, les marchés réagiraient vraiment très négativement. Olivier, vos commentaires, puis je veux bien que ça nous amène un peu aux tendances de marché, vous l'avez dit. Est-ce que ça remet en cause, par exemple, la tendance du secteur bancaire, qui était un secteur porteur, un secteur fort depuis plusieurs mois? Et puis, la question suivante, c'est qu'est-ce qui reste en tendance haussière là, sur les marchés aujourd'hui? Mais allez-y sur SWIFT, si vous voulez. Pour finir sur SWIFT, effectivement, débrancher la Corée du Nord qui exporte et importe rien avec l'Europe, tout le monde s'en fiche. Faire la même chose avec l'Iran, ça a été fait entre 2015 et 2017. D'ailleurs, remis dans le système SWIFT par Donald Trump. Il faudrait lui demander pourquoi il a fait ça, mais en tout cas, il l'a fait, et ça avait absolument rien changé. Évidemment que c'est très différent pour la Russie. On fait la liste tous les jours des entreprises qui ont des contrats avec la Russie, des filiales, des co-entreprises, du chiffre d'affaires haute. Donc forcément, qui dit chiffre d'affaires dit paiement. Et comme disait Christian, ça bloque dans les deux sens. Donc ça, c'est la première chose. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait regarder avec une énorme attention, de sortir la Russie de SWIFT. Donc, à mon avis, ça n'arrivera pas. Ou alors, si on en arrive là, c'est qu'on en sera à des drames géopolitiques supérieurs. Donc, bon, ça c'est un premier point. Alors, sur les marchés, le secteur bancaire, effectivement, il peut être très fortement embêté par ce type de choses. Alors, la réaction d'hier, elle est un peu indiscriminée. Je regardais notamment la BNP qui a chuté lourdement, perdu 5 ou 6 milliards de capitalisation. La banque qu'ils possèdent en Ukraine, ils ont 60% du capital et 40% restant, c'est à la Baird. C'est à peu près 300 millions d'euros de fonds propres. C'est 0,08% des actifs de la BNP, c'est peanuts. Donc là, on a typiquement plutôt, d'un point de vue entre guillemets stock picking,
une banque qui a été injustement sanctionnée par rapport à une exposition qui n'est pas aussi importante que le marché peut le penser. On vous dit, vous avez la 8e ou la 9e banque ukrainienne, tout de suite on a l'impression qu'on de dizaines de milliards d'euros, pas du tout. En plus c'est une banque qui est fondée, dont le funding est fait localement, ils peuvent couper le fil demain matin, il ne se passera absolument rien. Mais quand même de manière à plus long terme, vous savez que j'étais un grand supporter du secteur bancaire depuis... Je n'osais vous le rappeler. Depuis un an et demi. Là je pense qu'il faut prendre des profits, on est à 0 depuis le début de l'année. Devant nous, il y a un choc inflationniste potentiellement récessif. C'est quand même pas très bon pour les taux de défaut des entreprises. Quand il y a des mouvements géopolitiques importants, c'est généralement pas bon non plus pour le secteur bancaire. Donc je pense que là, ça va faire la première fois que je vous le dis depuis mais je pense qu'il faut alléger le secteur bancaire sur des niveaux de valorisation qui ne sont pas encore tout à fait normatifs, mais qui n'étaient pas loin d'arriver au plus haut. Après, je pense que je donne l'exemple de la BNP. Je pense que des chocs comme ceux qu'on a eus hier, on voit bien que c'est un peu la panique chez les brokers. Quelle est l'exposition russe de telle boîte? Quelle est l'exposition en Ukraine? Je suis presque impressionné par le peu d'informations qu'on a, objectivement. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop si on parle en chiffre d'affaires, en profitabilité, en actifs, en taille de bilan. Est-ce que le funding il est en euros ou il est en roubles? C'est pas la même chose. On se dépêche de trouver des chiffres qu'on met ensemble. Et il y a certaines sociétés européennes que je ne citerai pas, mais si vous prenez un broker, un analyste ou un autre, vous avez des ratios qui peuvent aller de 1 à 10 entre le pourcentage de chiffre d'affaires fait en Russie et le plus bas et le plus haut. Et généralement, l'entreprise est à peu près au milieu, voire plus bas. Donc attention à tout ça, ça peut donner des points d'entrée en termes de stratégie de marché. Moi, je serais quand même encore prudent sur ce choc. Je pense qu'on est au début. Le marché rebondit très fortement. J'aime pas rappeler ces statistiques, mais quand... par exemple, le Nasdaq en séance fait moins 3 plus 3. Généralement, c'est pas bon signe. On l'a fait au printemps 2000, on l'a fait au printemps 2001, on l'a fait en novembre 2008. C'est les 3 dernières fois où on l'a fait. Donc, c'est plutôt des algorithmes, du trading, des rachats de short, des effets de couverture de boucles de dérivés. Je pense qu'il est un peu tôt pour revenir dans le marché. Vous savez que les chocs géopolitiques, généralement, c'est des points d'entrée, sauf... Il y a une crise énergétique au même moment. Sauf donc, quand c'est pas le cas. Donc, il faut quand même faire un peu attention à 73, 79. Enfin, chaque fois qu'il y a eu des chocs sur le baril de pétrole, c'est pas le taux de recouvrement habituel sur les chocs de marché. Donc, on n'est pas spécialement inquiet, on est sûrement un peu plus prudent. Et en tout cas, plus que jamais, on va privilégier soit les entreprises injustement sanctionnées pour une exposition russe-Ukraine qui n'est pas aussi importante que ce qui a pu être dit dans un premier temps. Et puis, on va rester sur la qualité, qui est un peu notre thème d'investissement sur 2022. Les entreprises de qualité, bilan solide, pricing power. On parlait en début d'année de l'intérêt d'être sur les entreprises qui ont du pricing power. Avec la crise énergétique, c'est encore plus vrai. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette crise, c'est un choc, mais c'est pas une rupture des tendances ou des stratégies qu'on avait. Pas encore. Mais gardez la parole, Olivier. Si on essaye de se projeter un peu sur les vues de long terme, là, dans l'idée que l'histoire s'accélère, pour ce qui concerne les investisseurs, à quel type d'impact vous réfléchissez là, sur le long terme aujourd'hui, que ce soit sur le plan, la recomposition géopolitique, la question de la transition énergétique également. Hier, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait toutes les boîtes d'énergie green, qui avaient beaucoup souffert en 2021, qui tout de suite ont repris 5-10% parfois hier dans la séance d'hier. Ce qui peut d'ailleurs être presque paradoxal, puisque pour électrifier, faire des semi-conducteurs et passer à une énergie décarbonée, généralement, il vous faut du palladium, du platine, du titane, enfin tout ce qu'on trouve en Russie et en Ukraine. Donc, même pour fabriquer des semi-conducteurs, il y a un gaz un peu spécial dont l'Ukraine a quasiment la majorité de la production. Donc, tout ça pour dire que ça va rendre encore plus compliqué et encore plus chahuté cette transition, mais qu'on est obligé d'aller vers ça. Ça va la rendre plus coûteuse aussi. Enfin, je veux dire, l'aspect fiscal, budgétaire, là, et revient tout de suite sur le devant de la scène. Forcément. Et puis, on a souvent parlé à ce sujet de la tragédie des horizons. C'est clairement que là, l'horizon court terme, il a été un peu repoussé. Je dirais que c'est un peu comme pour les banques centrales qui ont un petit joker
dans leur jeu, de mon point de vue. Là, on voit quand même qu'il y a peut-être des questions à se poser sur la rapidité à laquelle on est capable de faire cette transition. Mario Draghi, alors l'Allemagne évidemment est toujours citée comme étant très dépendante du gaz russe, mais l'Italie en est un autre, pays dépendant du gaz russe. Mario Draghi n'exclut pas de relancer les centrales à charbon pour faire le gap. Le gap et combler les besoins comme l'a fait la Chine, en énergie. Non mais voilà, Chine, à nouveau. Arrivé un moment... Sur les implications de long terme, comment vous réfléchissez? Oui, alors les applications de long terme, je pense que déjà ça remet beaucoup en cause le fait qu'il faut arrêter de financer tout ce qui est énergie fossile. C'est-à-dire que l'idée de crédit crunch sur les énergies fossiles, on voit que c'est pas tenable. Qu'aujourd'hui, il faut quand même un minimum investir. Il faut quand même, on n'a pas le choix. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc il faut arrêter de ne plus financer les énergies fossiles. Il faut les limiter, mais à un moment donné, on s'aperçoit qu'on ne peut pas supporter aujourd'hui une taxe carbone qui viendrait trop fortement en monter. Et encore une fois, ça c'est pour dans 18 mois. Voilà, oui, mais ça veut dire ça veut dire que tout ce qu'on avait anticipé, la rapidité auquel on va passer aux véhicules électriques, la rapidité auquel on va avoir les énergies renouvelables qui vont se substituer. Donc on voit qu'il va falloir revenir sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Ça renforce naturellement l'attrait du nucléaire parce que je pense qu'on va commencer à comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choix, même si c'est pas parfait. Le nucléaire est une énergie aujourd'hui décarbonée et qui a le moins de dépendance, même si on a besoin de l'uranium et tout ça. On est dépendant de d'autres pays, mais en tout cas, c'est beaucoup moins dépendant que d'autres énergies. Donc, c'est vraiment une remise à plat de tout notre discours qu'on a sur l'énergie, de ce qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que c'est pas en faisant 3 éoliens qu'on va régler tout le problème énergétique demain, quoi. On s'en aperçoit. Et donc ça, c'est un vrai élément de remise en cause. C'est aussi une remise en cause très clairement de la sécurité des pays. Je pense que là, on peut vraiment aller vers l'armement, vers l'idée qu'on va devoir accepter aussi d'investir plus dans notre défense. Alors, c'est pas la France que je vise en premier, mais il y a d'autres pays aujourd'hui qui vont commencer peut-être à se réveiller. Et là, il y a un vrai wake-up call de ce point de vue-là. Le pire devient possible. Le pire n'est jamais certain, mais le pire reste possible. Les pays de l'Est qui étaient un petit peu endormis sous le bouclier américain en se disant de toute façon on peut vivre notre vie et puis on a le gentil américain qui viendra nous soutenir. Je pense que maintenant ils ont compris qu'il va falloir quand même tenir compte des aléas politiques aux États-Unis et d'un méchant ours qui est derrière, qui est prêt à attaquer. Donc je pense qu'il y a vraiment un secteur de la défense qui va vraiment aujourd'hui revenir et ça veut dire quand même beaucoup de sacrifices pour notre consommation. Parce que alors après, quand on investit dans l'armement, c'est quelque chose qui vous fait pas plaisir, qui vous protège. Mais ça veut dire que vous consommez de l'armement, entre guillemets. Quand l'État achète des chars, c'est quand même du pouvoir d'achat que vous avez moins en moins pour acheter un smartphone, pour acheter de la vidéo et tout ça. C'est de la dépense publique, quoi. C'est de la dépense publique, mais ça veut dire que dans votre PIB, le poids de l'armement va augmenter. Ouais. Donc ça veut dire derrière, c'est ce qui a tué justement la Russie, c'est parce que les dépenses militaires ont complètement asphyxié la consommation. C'était un poids très important. Mais ça veut dire que derrière, aujourd'hui, vous êtes en train de dire aux futurs consommateurs, quand on parle de pouvoir d'achat, de contraintes de pouvoir d'achat, que demain, vous allez devoir financer la transition énergétique, et qu'on le veuille ou non, c'est un coût pour le consommateur, parce que c'est de l'investissement supplémentaire, mais qui est bien pour vos enfants, mais qui n'est pas bien pour vous, votre consommation à court terme, parce qu'à court terme, c'est quand même moins de consommation pour plus d'investissement derrière, mais qui ne demande pas la richesse globale, donc c'est pas quelque chose de positif, c'est un transfert et on a aussi ces dépenses publiques, donc c'est quand même un gros beaucoup de coûts qui s'empilent. C'est des coûts qui s'empilent et qui vont jouer quand même. Alors, en tant qu'investisseur, par contre, c'est clair que vous allez avoir des éléments à jouer très clairement. Alors, je parle à long terme, je ne parle pas très court terme, mais il faut que vous investissiez sur des secteurs comme la défense, il faut que vous investissiez sur cette transition énergétique et forcément, les biens de consommation seront forcément pénalisés. Donc, c'est quand même des vrais changements en termes de thématiques de long terme. On était dans des thématiques assez simples, vieillissement de la population et tout ça, et là, on s'aperçoit qu'on a des nouvelles thématiques de long terme qui séculaires, bien sûr, qui vont complètement changer naturellement le type de croissance qu'on peut avoir dans les prochaines années. Et donc, si on met tous ces coûts les uns à côté des autres, ça veut dire quand même que les banques centrales, on va en avoir besoin dans cet effort, j'allais dire cet effort de guerre, mais dans cet effort national, européen, etc. Oui, ils auront un rôle de stabilisation et tout ça, mais derrière, faut pas se leurrer. Derrière, c'est du niveau de vie en moins. Enfin, c'est pas comptablement.
vous consommez encore une fois, mais vous aurez votre perception de niveau de vie, votre perception de consommation. Aujourd'hui, je vais faire simple, c'est plus simple de produire une bouteille d'eau en plastique et vous jetiez à la mer la bouteille de plastique. Vous vivez mieux comme ça. Je dis pas, je parle vraiment en aspect purement mercantile. Hein, c'est ça. S'entend. En marque to market, voilà. mais pas en marque to planète. Un instant, pas en voilà. marque to planète. Alors que si je vous dis que pour votre bouteille d'eau, il va falloir que vous protégiez l'approvisionnement de plastique, de pétrole, donc il va falloir vous payer pour ça, que derrière, il va falloir recycler votre bouteille d'eau, donc il faudra quand même payer pour ça. Ça veut dire que votre bouteille d'eau va revenir beaucoup plus cher, et donc vous allez moins consommer de bouteilles d'eau. Donc, et pourtant, vous consommerez la même bouteille d'eau. Vous n'aurez pas plus de plaisir à la consommer. Donc ça, c'est quand même un vrai choc qu'il faut comprendre, c'est qu'on va sûrement moins bien vivre que nos parents dans les prochaines années à cause de tous ces chocs-là. Et ça, je pense que la population n'y est pas encore prête. Quand on voit les discours politiques aujourd'hui, notamment en France, je pense qu'on n'a pas totalement intégré qu'on va peut-être beaucoup moins bien vivre que ce qu'on a vécu sur les dernières années, parce qu'on a tous ces chocs à financer. Et encore une fois, la transition énergétique, quand vous faites un investissement dans la transition énergétique, ce n'est pas de la croissance supplémentaire. C'est-à-dire que vous détruisez d'un côté du capital pour créer du capital. Et ça, ce n'est pas encore intégré non plus dans l'esprit des gens. Donc il y a encore beaucoup de chocs à attendre, donc beaucoup de risques aussi d'instabilité économique derrière tout ça et politique. Bon. Et il faut y voir, en tant qu'investisseur, des opportunités, Olivier ? Oui, alors moi je suis moins négatif. Non, oui, c'est pour ça. Sur la transition. Non, mais c'est l'angle du biseau qui a un peu changé. Il y a un économiste, un investisseur, oui. Il y a quelques années, mais la direction elle est claire, il n'y a pas de, doute. Non, l'autre réflexion, ça me donne sur qu'est-ce que ça change à long terme dans les thématiques d'investissement. C'est une question que moi je me pose depuis longtemps, mais est-ce qu'il est raisonnable d'investir en Chine après tout ce qui se passe ? C'est quand même ça, moi je trouve la conclusion de ce qui vient de se passer. Ça fait plusieurs mois, trimestres qu'on voit que c'est compliqué, que les valeurs sont attaquées, réglementées, et quand même ce nouvel Eldorado financier qui était le marché des capitaux chinois, on peut quand même se poser la question de ce qui va se passer, puisque sans faire de spéculation géopolitique, je pense que tout le monde a en tête, après l'Ukraine, c'est Taïwan le prochain. Donc je pense que ça, c'est une question qui est encore ouverte, qui est encore sur la table. Je pense que vous dites. Et sur laquelle il va falloir s'interroger, puisque la réponse, évidemment, aura des conséquences importantes. Oui. Non, mais d'accord, ça veut dire effectivement peut-être arrêter d'être naïf une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes avec l'ensemble des pays qui globalement pratiquent les mêmes politiques à un degré ou un autre. Donc ça, c'est quelque chose vraiment net. Et je vous rappelle certains commençaient à dire que la réglementation allait s'arrêter en Chine vendredi dernier. Je ne parle pas de. Mais je sais bien. On a augmenté, on a baissé la marge. Et c'était un marché qui tient bien en relatif, en plus, le marché chinois, là. On a réglementé les livraisons de repas à domicile en obligeant Meituan à baisser ses marges. Ça ne va pas dans le sens du ralentissement de la réglementation. Et celle-là, il fallait quand même y penser pour réduire la marge que fait le Uber Eats local en livrant ses repas. C'est plus de la réglementation, là, c'est de l'obsession. Enfin là, ce sera quand même parce que le poids, la taille de la Chine par rapport à la Russie dans le monde, c'est pas la même histoire quand même. Que se priver de cet univers d'investissement, c'est pas évident. Et je pense que ça dépendra des. Pas acheter d'actions russes, je pense que ça pose de problème à personne. Mais il y a 10 ans peut-être, maintenant, aujourd'hui non, mais. Mais c'est une question. Vous dites, on est peut-être dans la situation dans laquelle on était il y a 10 ans vis-à-vis de la Russie, parlant de la Chine. Franchement, je n'ai pas la réponse, mais je pense que la communauté des investisseurs va se poser la question dans les trimestres qui viennent. Merci beaucoup, messieurs, pour vos éclairages sur cette situation compliquée sur les marchés, situation géopolitique toujours très tendue. Bien sûr, ça aura été l'événement cette semaine et hier, donc le choc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé vos réflexions et vos analyses avec nous ce soir. Olivier de Béranger, directeur général délégué et directeur de la gestion de la financière de l'Échiquier, et Christian Parizeau, économiste, président d'Altair Economics et conseiller économique auprès d'Aurel BGC, étaient les invités de Planète Marché.